alors la permaculture, tout le monde a tendance un peu à se dire c'est quelque chose de compliqué, on comprend pas très bien, on trouve des définitions extrêmement obscures. Je vais essayer de balayer tout ça, parce que la permaculture, moi je suis tombé dedans il y a 12 ans, avec un ouvrage majeur qui était une espèce d'électrochoc de révélation, et j'y connaissais mais vraiment rien à rien. Et il s'avère qu'à ce moment-là, ma compagne, ses parents avaient un petit terrain dans le Loiret, tout petit terrain, vraiment minuscule, avec une minuscule maison de 60 mètres carrés sur 2 niveaux, donc maison de poupée, donc c'est 30 mètres carrés par étage. Et à un moment donné, c'est avéré que le champ qui était attenant a été à vendre. Et on a dit bingo, on achète le champ. Et on s'est retrouvé avec un champ de 6000 mètres carrés et on s'est lancé dans cette aventure de fou d'occuper un champ de 6000 mètres carrés sans rien connaître au jardinage. Donc moi, à un moment donné, quand le Sens de Mulhouse m'a demandé d'intervenir sur les formations de permaculture, ils m'ont demandé qu'est-ce que tu veux faire. Et je me suis posé la réflexion, qu'est-ce que je peux dire en fait? Je peux parler de mes erreurs, et ça je pense que c'est intéressant. Donc je vais beaucoup parler d'erreurs, plutôt que de livrer des recettes clés en main de ce qui marche. C'est pas très intéressant en fait, parce qu'on ne sait pas pourquoi ça marche. Moi je vais vous parler de pourquoi je me plante et pourquoi j'ai réussi à trouver les solutions pour éviter de me planter. Et encore, je continue à me planter, et tant mieux pour moi, parce que quelque part ça veut dire que c'est une grande leçon d'humilité la nature, vraiment. Et si un jour j'avais cette espèce de folie de dire je sais tout, ça voudrait dire que je suis bon pour mourir, vraiment. Non, la nature, elle nous dominera toujours, et nous sommes toujours là pour apprendre d'elle. Donc voilà, je vais commencer. Alors, vraiment, je ne vais pas expliquer ce qu'est la permaculture, parce qu'en 2 heures ça ne suffira pas. Nous on fait des week-ends de 2 jours. Alors, on fait des week-ends d'initiation. Il faut savoir que la permaculture est enseignée selon des modèles qui sont des modèles internationaux, et qu'on parle de CCP, cours certifié de permaculture, qui est la traduction du PDC, Permaculture Design Course en anglais, qui en général s'étale de 10 à 12 jours. Donc moi je vais vous en livrer une version très soft, et je vous propose de revenir juste un peu sur la sémantique de ce terme, sa sémiologie, comment il apparaît et d'où il est né. Pour moi, la permaculture est à la fois un art et une science qui va s'inspirer des écosystèmes naturels pour aménager des territoires, des paysages, des groupes humains, des habitats, et va prendre en compte une notion éthique essentielle. La permaculture, c'est ce qui fait la différence d'ailleurs avec l'agroécologie. Alors les 3 grandes éthiques de la permaculture, on peut les résumer en 3 grandes phrases. Prendre soin de la terre, prendre soin de l'humain, partager équitablement les surplus. Certaines définitions vont un peu au-delà, en disant créer l'abondance et partager les surplus. Et moi, à titre personnel, quelque chose qui me touche énormément depuis quelques années, c'est la question du bien-être animal. Et je trouve qu'elle est souvent évacuée dans la permaculture. C'est pour ça que cette année, j'ai tenu à ce que les estivales de permaculture traitent les animaux. Et j'ai oublié de préciser aussi, dans les intervenants que nous aurons, nous allons présenter un documentaire qui s'appelle Cospiracy, qui traite des ravages de l'élevage intensif. Et notamment qui sera introduit par Brigitte Gauthier, qui est cette personne que peut-être vous avez vue à la télévision, qui est la présidente, cofondatrice de l'association désormais bien célèbre L214, qui a réussi à faire fermer un certain nombre d'abattoirs où ce qui se passait dans ces lieux était juste de l'ordre de l'ignominie et de la barbarie, il n'y a pas d'autre mot. Enfin, je ne vais pas vous inviter à aller voir les images. Voilà. C'est un peu l'idée qui était derrière cette invitation. Donc, le mot permaculture. Alors, qu'est-ce que ce mot permaculture et comment il est né? Alors, ça c'est... Oh, tiens, alors lui, il m'embête. Hop, tac. Alors, moi, je me suis beaucoup intéressé un peu à regarder d'où on commençait à trouver ces premières sources. Alors, dans un premier temps, permaculture est donc un mot valise, un néologisme, qui est la contraction de Permanent Agriculture. Et étrangement, on en trouve des traces extrêmement anciennes. On en trouve des traces dès 1910, dans un ouvrage d'un agronome américain. Alors, très peu connu, hein, je vous rassure, il y a peu de gens qui le connaissent. Son ouvrage s'appelle Soil Fertility and Permanent Agriculture et qui date de 1910, où lui-même déjà était à se poser des questions sur
le fait que notre agriculture était extrêmement destructrice, notamment par le labour. Enfin, ça, on va y revenir un peu plus tard. Je passe assez vite parce que l'heure tourne et puis je suis capable de parler très très longtemps et il va falloir me freiner souvent. Je compte sur toi, Martin, pour être le maître du temps. Donc ensuite, on va retrouver, alors on traverse l'océan pour retrouver donc un autre agronome, cette fois d'origine britannique, Farmers of 40th Century of Permanent Agriculture in China, Korea and Japan. Intéressant parce que lui va s'intéresser à des productions asiatiques et l'ouvrage date de 1911. Ensuite, on va retrouver un autre agronome, encore une fois, un agronome américain, Tree Crops a Permanent Agriculture de Joseph Russell Smith. Là aussi, je vous rassure, un type très très peu connu. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'intéresse aux Tree Crops, c'est donc la production des arbres à noix. Il s'intéresse déjà à des arbres qui ont la capacité de produire des fruits que l'on peut stocker, donc des fruits secs. Et très vite, pour aller vite, mais les États-Unis, dans les années 30-40, ont subi des phénomènes d'érosion absolument majeurs. C'est un phénomène qu'on appelait le Dust Bowl, dont toutes les grandes plaines de la région centrale des États-Unis ont été balayées, puisque les sols étaient mis à nu par le labour, par des vents qui ont créé un phénomène d'érosion absolument majeur. Et pour ceux et celles d'entre vous qui auraient lu les raisins de la colère de Joseph Steinbeck, voilà, c'est un phénomène qui est évoqué. C'est un phénomène absolument majeur qui a dépassé des millions de mètres cubes de terre, vraiment. Et à un moment donné, les fermiers américains ont été un peu obligés de se poser des questions de qu'est-ce qui se passe quand on met un sol à nu. Très vite, là c'est un autre auteur qui est intéressant, qui est un auteur australien qui a développé la question des courbes de niveau et qui a mis en place un outil qu'on appelle la sous-soleuse, qui va permettre... Alors, quand on fait un labour, il se produit un phénomène, on va revenir sur le labour un peu plus tard. Alors oui, il m'embête vraiment, je ne sais pas pourquoi, pas content. Je veux pas ça, qui a développé un outil qu'on appelle la sous-soleuse, qui va permettre alors, quand on fait un labour plus ou moins profond, là, il faut savoir quand même que le labour est une invention extrêmement moderne et que le labour apparaît avec les débuts de l'agriculture, donc au néolithique, moins 10 000 ans. Pourquoi on laboure ? En fait, pour la simple et bonne raison qu'on a besoin de créer un lit de semences qui va permettre d'avoir les plantes que l'on veut implanter, et uniquement celles-ci, idéalement favoriser un peu leurs plantes. On va revenir un peu sur cette notion de mauvaises herbes. Alors, comme disait Pierre Leotagui, qui est donc un des grands ethnobotanistes français, une mauvaise herbe est une plante dont on n'a pas encore découvert les vertus ou dont on a oublié les vertus. Et on parle, plutôt que de parler de mauvaise herbe, on va utiliser le terme plus spécifique, plus technique, d'adventice. Une adventice, c'est une herbe qui pousse, une plante qui pousse à un endroit où il n'a pas été semé. Donc un plant de maïs qui pousse dans un champ de blé est une adventice, alors que les deux éléments sont comestibles, aussi bien le maïs que le blé, mais souvent, en fait, le paysan a fait un premier semis de maïs, il a eu son champ de maïs, il va fâcher son maïs, il va semer du blé derrière, et malgré tout, il reste des graines. Voilà. Donc le maïs est une adventice. Terminologie assez importante à conserver en tête. Et évidemment, depuis le début de l'agriculture, la question est de pouvoir partir. Donc, on part sur des forêts, traditionnellement, qu'il va falloir couper, abattre et brûler pour repartir sur un stade prairial qui va permettre la création de champs. C'est une technique extrêmement ancienne, donc qui date de moins de 10 000 ans, qui s'appelle l'abattis-brûlis. Une grande partie des civilisations humaines ont utilisé cette technique et continuent encore à l'utiliser. C'est encore très fréquent en Asie. Enfin, moi j'ai été à plusieurs reprises au Laos, c'est quelque chose de très fréquent. Alors c'est quelque chose d'extrêmement toxique, puisqu'on fait donc du feu avec des dégagements de CO2 absolument majeurs. Par contre ça marche plutôt pas mal sur du court terme, puisqu'on enrichit le sol en potasse, de par la cendre qui va se créer. À terme, c'est une catastrophe. Une catastrophe terrible. Mais voilà. Alors les premiers agriculteurs n'avaient pas les moyens, évidemment, qui permettaient d'utiliser une force mécanique très forte. Donc on utilisait une traction, dans un premier temps humaine, dans un second temps animale, et
l'ancêtre de la charrue était ce qu'on appelle l'arère, qui est vraiment, avant le métal, évidemment, on utilisait des branches d'arbres qui étaient comme des lance-pierres, avec un épi, et c'est des bœufs qui traînaient tout ça, et qui permettaient vraiment de travailler du sol extrêmement léger. Désormais, depuis la révolution agricole, la révolution verte qui est arrivée en 1945, alors comment est arrivée cette révolution verte? Elle est arrivée d'une part après la Deuxième Guerre mondiale. Il nous restait des stocks absolument formidables de ce produit qu'on appelle des nitrates. Et les nitrates entraient dans la composition des bonbons. Après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est retrouvé avec ces stocks majeurs, et il y a un chimiste qui a constaté que ces nitrates, qui servaient à faire des bombes initialement, pouvaient être utilisés en tant qu'engrais. Sont arrivés par-dessus là-dessus les Américains, entrés en guerre très motivés pour des raisons pas forcément de lutte contre le nazisme, puisqu'ils avaient soutenu ce régime, notamment par le biais de Ford en partie. Ils sont arrivés beaucoup, enfin maintenant on a des textes, des historiens l'ont démontré, ils arrivent en fait sur le territoire américain, non pas pour européen, non pas pour libérer l'Europe, mais plutôt pour imposer leur économie, et notamment leur économie agricole, et notamment la vente massive de petits tracteurs. C'est le plan Marshall en fait. Alors les premiers tracteurs, je vous rappelle qu'ils sont juste issus des chars en fait. Les premiers tracteurs avaient des chenilles et c'était des chars qui étaient modifiés. Et là, la France subit une révolution absolument majeure où on passe sur du labour profond, où on a des outils qui sont en capacité de retourner le sol sur 30 cm de profondeur avec une aisance incroyable, ce qu'une paire de chevaux ne pouvait pas faire. Je m'excuse, il n'arrête pas de m'embêter, je ne sais pas pourquoi. Donc, on passe ensuite, j'avance, au fondateur, vraiment. Et là, il y a un ouvrage absolument majeur qui s'appelle La Révolution d'un seul brin de paille, une introduction. Ah, il est là, très bien. Alors, on peut en parler. C'est un ouvrage que je recommande à tout le monde, mais je vais mettre un petit bémol. Je vais m'expliquer. Donc, Masanobu Fukuoka, qui est un personnage d'origine japonaise, qui est microbiologiste des sols et qui travaille dans des bureaux. Et à un moment donné, qui fait ce qu'on appelle désormais un burn-out, où il craque complètement par rapport à ce travail complètement stupide, où il remplit des papiers à la longueur de journée. Et donc, suite à son burn-out, il retourne sur la ferme familiale, puisque son père était agriculteur. Et là, il y a une espèce de révélation à un moment donné, et il décide de mettre en place toute une série de principes. Alors, sa pensée est assez complexe. C'est presque un bouquin, moi, que je qualifierais de philosophique, qui est très inspiré de la pensée zen et taoïste. Et il met en place ce concept absolument révolutionnaire, mais même là, en ce moment, je le redécouvre, à vrai dire, parce que le bouquin, je l'ai déjà lu 2 fois. Mais je pense qu'il va falloir que je le relise une 3e fois, mais encore, on va en reparler. Donc, il met en place ce concept absolument phénoménal. Il établit 5 règles, enfin 4, la 5e arrive plus tardivement, pas de labour. Alors, il est partisan d'une philosophie que lui nomme la philosophie du non-agir. Et c'est là où il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris. Le non-agir ne veut pas dire ne rien faire. La nuance est très subtile. Attention. Il y a beaucoup de permaculteurs qui l'ont pris au pied de la lettre. Non-agir, je pose ma chaise longue et je regarde. Et ben mon gars, ça va pas marcher. Moi, je peux te le dire. On reparle, tu me montres des photos de ton jardin et puis on en reparle un peu plus tard. Donc, il met en place ce principe. Alors, lui, donc cultive du riz. Il retourne sur la ferme de son père, qui cultive en partie des fruitiers et en partie du riz. Alors, le riz, traditionnellement, il faut savoir que le riz est une herbacée qui ne pousse pas les pieds dans l'eau. Pas du tout. Et qu'on a 2 grands types de riz. Alors, là aussi, si vous allez en Asie, vous les trouverez. Le riz de montagne et le riz des plaines, qui sont 2 variétés qui ont été développées de manière un peu différente. Le riz des plaines est immergé régulièrement dans ce qu'on appelle des rizières. Pourquoi on immerge le riz? C'est-à-dire que c'est une plante, une des rares plantes qui a la capacité de pousser les pieds dans l'eau, qui le tolère. Ce n'est pas son habitat naturel à la base. Et à partir du moment où vous mettez un champ de riz sous 20-30 cm d'eau, il n'y a plus grand-chose qui pousse, puisque les adventices qui sont en capacité de supporter d'être immergées, elles sont très très rares. Donc si on immerge les plants de riz, c'est principalement pour limiter les adventices. Ça les nourrit évidemment
en termes d'eau, de nutriments, et on peut faire aussi de la pisciculture couplée à du élevage de riz. C'est quelque chose qui est pratiqué en Asie. Et donc lui aimait cette idée un peu folle, contrairement à tous ses voisins. Il dit, bah moi je vais pas émerger mes plantes, je vais pas émerger mes plants de riz, et je vais partir sur un principe, je ne laboure pas, je ne mets pas d'engrais. Alors, par engrais, attention, c'est là où j'ai du mal à saisir un peu sa nuance, et je l'ai redécouverte il n'y a pas longtemps. Pas d'engrais, c'est-à-dire qu'il refuse le compost. Pas de sarclage, donc pas d'élimination des mauvaises herbes, pas de pesticides. Alors attention, pas de pesticides, là aussi j'avais mal compris, chimiques, mais naturels non plus, et pas de taille. Et donc il arrive à un phénomène absolument incroyable où sur ces champs de riz, en fait il prélève donc juste la partie supérieure, la paille, contrairement à tous ses voisins qui en temps normal coupent, fauchent très ras et rebrûlés en fait, on ne sait pas pourquoi, lui prélève juste ses grains de riz, la remet entière sur l'intégralité du champ, et surtout à un moment donné il va faire paître des canards, donc qui par leur déjection vont assurer un apport en azote intéressant. Et il arrive à des résultats absolument sidérants, où à un moment donné tout le monde se moque de lui, et au bout de 2 ans, ses voisins commencent à se dire oh, c'est bizarre, mais son champ il est incroyable, et lui-même raconte qu'il peut rentrer la main jusqu'à la moitié du bras dans le sol, tellement il s'est structuré. Voilà, donc ça a été un des auteurs essentiels. Alors ce livre, malheureusement, il a été très mal traduit à ma connaissance. Et c'est pour ça qu'en le lisant moi-même, je me suis posé des questions, je me dis, apparemment c'est un peu bizarre, c'est un peu simpliste. Et il faut savoir que c'est une traduction française, de la part d'une personne qui n'était pas traductrice du tout, et qui a fait une traduction à partir d'une traduction anglaise. Donc là, c'est Guy Trébaniel, maison d'édition assez connue, un peu axée sur le bien-être, qui a effectué la traduction, enfin qui a édité le livre, et il y aurait vraiment, je pense, très sincèrement, un travail à remener avec un traducteur japonais-français pour repartir de la pensée initiale. Je le recommande à tout le monde, hein, vraiment, mais je pense qu'on a perdu un peu... voilà, il nous a quittés en 2008. Donc, et aussi, alors oui, j'ai oublié de préciser, pour ressemer dans son champ de riz, il a inventé ce concept absolument révolutionnaire qui était donc, à un moment donné, il s'est dit comment je peux faire pour semer au travers de mes pailles de riz que j'ai étalées, qui sont grossières, et sans que les oiseaux viennent me les manger, notamment mes canards que je relâche à un moment donné. Et il a inventé cette idée absolument géniale qui est d'enrober les graines dans de l'argile. Donc il y allait à la bétonnière à la fin de sa vie, donc il mettait dans une grosse bétonnière, il mettait ses grains de riz, il saupoudrait de l'argile en poudre, il le mettait avec un petit vaporisateur pour juste enrober les semences, qui étaient protégées d'une part de la prédation des oiseaux, mais surtout qui allaient pouvoir germer à un moment donné où elles avaient les bonnes conditions. Voilà, donc c'est un peu lui l'inventeur de ce qu'on appelle les bombes de graines, ce qu'a repris la guérilla gardening, qui apparaît un peu plus tardivement dans les années 80. Enfin, la première utilisation de permaculture, donc les 2 personnes qui vont vraiment fonder ce terme, puisque Masanobu Fukuoka n'utilisait pas le terme de permaculture, il parlait d'agriculture naturelle. On a cet ouvrage majeur, essentiel. Alors là, c'est la traduction française, une agriculture pérenne pour l'autosuffisance et les expressions de toute taille, de 2 auteurs, Bill Mollison et David Alcuin. Alors Bill Mollison nous a quittés l'an passé. Alors c'était un monsieur qui, à la base, n'avait pas de formation scientifique, puisqu'il a quitté l'école extrêmement tôt. Il a quitté l'école, je ne me rappelle plus si c'est à 15 ou 16 ans, qui a vécu d'expédients, de petits boulots, et qui est devenu naturaliste très tardivement, qui a été garde forestier. Alors lui, il est tasmanien, attention, beaucoup de gens pensent qu'il est australien, il est tasmanien, et ça fait une différence puisqu'il a passé un certain nombre de sa vie en Tasmanie. Et à un moment donné, il a repris les études, et il est devenu professeur à l'université de Tasmanie, professeur d'écologie, et notamment, il a une rencontre majeure avec un de ses élèves qui s'appelle David Alcuin. Alors, leur différence d'âge est assez conséquente. Et tous les deux, donc David Alcuin était en train de rédiger sa thèse, et tous les deux rédigent cet ouvrage majeur qui s'appelle Permaculture One. 78. À la base, Permaculture One,
alors je ne l'ai peut-être pas dit, Permanent Agriculture, tous les deux focalisaient énormément sur la question de production agricole. En 1979 paraît le permaculture tout, aménagement pratique. Alors là, changement essentiel, à la campagne réelle. Il n'est plus signé que de Bill Mollison. Alors, a priori, entre les deux, entre le maître et l'élève, il y a eu des petits soucis. L'élève aurait dépassé le maître aurait eu un peu ras-le-bol du petit élève, on ne sait pas. Dans un premier temps, eux étaient vraiment partis sur les notions vraiment agricoles, de production agricole, je fais bien de le soulever. Et dans un deuxième temps, David Holmgren notamment a beaucoup écrit dessus, parce qu'un de ses ouvrages vient d'être traduit, pareil, c'est un pavé que je trouve un peu indigeste pour être honnête, et qui manque vraiment d'un travail de graphisme, un pavé de 600 pages, et ça aurait été mieux d'en faire deux avec des photos, des images en couleur idéalement. Et ensuite, ce terme de permaculture a bougé de permanent agriculture vers permanent culture, pour intégrer donc, ce que je vous ai évoqué au début, la notion donc, de gestion de groupes humains, de gestion d'habitat et de gestion même d'énergie. Désormais, c'est ce qu'on entend par permaculture. Alors c'est Bill Mollison qui a mis en place ce fameux tronc commun qui est le PDC. Ensuite, je vous cite quelques auteurs vraiment majeurs. Donc il y a Sepp Holzer, qui est un auteur autrichien qui lui-même a été nommé le fermier rebelle et qui cultive en Autriche. Il est sur un terrain en pente à 1400 mètres d'altitude et qui a fait des aménagements absolument incroyables. Il réussit à faire pousser des orangers, des citronniers avec des systèmes de pièges à chaleur. Donc c'est quelqu'un qui est très bricoleur et qui a découvert qu'il faisait de l'agriculture, de la permaculture sans le savoir, bien tardivement. Quand quelqu'un un jour à un moment donné est venu sur son terrain en lui disant tu fais de la permaculture, et lui-même je lui dis mais c'est quoi la permaculture? Et ça me fait rebondir sur vraiment une notion, moi je tiens à revenir là-dessus. Pour moi la permaculture, on va y revenir un peu, mais c'est une boîte à outils, c'est une pensée qui va permettre d'intégrer de la méthodologie, mais surtout, j'y tiens beaucoup, c'est du bon sens paysan. Vraiment. Et j'y tiens beaucoup parce que dans le milieu permacole, on est beaucoup à moquer les paysans, mais il ne faut pas perdre de vue que les paysans, avant 1945, c'est des gens qui avaient une conscience extrêmement profonde de l'aménagement du territoire et qui étaient en fait dans une obligation de gérer correctement leur territoire, sinon ils mourraient. Alors, c'est pas pour autant qu'on va partir sur le principe qu'un peuple premier est forcément un peuple respectueux de son environnement, puisqu'on a quand même ce fameux exemple de l'île de Pâques. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête du mec qui a coupé le dernier arbre, puisque l'île de Pâques était couverte d'arbres. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Ça, on ne sait pas. Comment s'est passé l'écoulement des temples d'Angkor aussi, alors que c'est arrivé à un tel niveau de technologie sur la gestion des eaux. On ne sait pas, mais sur le monde paysan, soyons réalistes, c'est des gens qui ont beaucoup à nous apprendre et qui ont été pervertis vraiment par cette pensée. Alors, notamment, moi je vais en parler aussi, on va revenir beaucoup sur Jean-Marc, qui est un agriculteur qui est mon voisin, qui est devenu un bon ami et qui a 65 ans, qui est issu de 3 générations d'agriculteurs et qui s'est fait saisir sa ferme de 11 hectares il n'y a pas longtemps, là, qui crivait de dettes. Mais voilà, le monde agricole aussi est ainsi fait de nos jours que, quelque part, les subventions de la PAC, politique agricole commune, vont aux plus riches, sur les très gros céréaliers, ceux qui ont plus de 100 hectares, et les petits crèvent comme des chiens, mais vraiment comme des chiens, il n'y a pas d'autre mot. Donc Sepp Holzer, là aussi je recommande vivement ces ouvrages parce que c'est des ouvrages très pratiques et vraiment très intéressants. Ensuite en France on a eu Olivier Asli qui est la première personne à avoir adapté la pensée de Fukuoka en France, à une époque où il était très peu connu. C'était une personne d'origine espagnole. Dans les auteurs que vous allez retrouver, il y a Geoff Lawton en Australie qui, lui, a beaucoup travaillé sur des aménagements de milieux quasi désertiques, notamment en Cisjordanie. Je vous invite à aller voir ces vidéos sur internet, c'est assez sidérant ce qu'il a réussi à faire sur des paysages où il n'y a rien qui pousse, on est sur des cailloux, et en quelques années il a réussi à modifier ça, c'est surprenant. Eric Escoffier en France, un auteur
qui travaille dans le sud de la France et qui est vraiment très intéressant, et Rosemary Moreau aux États-Unis. Donc je vais vous proposer de commencer. Alors, je vais vous parler un peu de mon terrain. Alors c'est un terrain, comme je vous l'expliquais, qu'on a acquis donc, il y a 12 ans. C'était un peu compliqué d'un point de vue légal parce que c'est une vieille dame qui est morte et qui n'avait aucun héritier, donc ça a pris des années pour retrouver les héritiers. Ils en ont retrouvé 5 qui étaient des vieux cousins. Et forcément, c'est un terrain qu'on a acheté, c'est de la prairie agricole. Ce terrain fait 6000 m². Alors, ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que 6000 m² de nos jours, ça n'intéresse aucun paysan. C'est trop petit et c'est discordant. Alors, il faut savoir aussi, je le glisse tout doucement, pourquoi ça n'intéresse plus personne. C'est que dans les années 40-50, on a eu cette fameuse politique du remembrement agricole, qui a consisté à raser en fait salut, ça va des milliers de kilomètres de haies, vraiment, pour regrouper des parcelles qui étaient très éparses et réussir à les réunir de manière à ce que les outils agricoles, ces fameux engins agricoles amenés par les Américains, puissent travailler de manière plus efficace. Et le remembrement était une des catastrophes majeures du XXe siècle. Actuellement, donc, il y a nombre d'associations qui retravaillent à replanter des haies, parce que les haies ont des fonctions absolument majeures. Donc voilà, alors là je vous montre un peu l'espace du terrain. Ici, la petite maison que vous allez voir, je sais pas si on voit bien. Tac. Et initialement, ce terrain s'arrêtait ici. Et nous, on a acheté donc les 6000 m², 6000 m², parce que 6000 hectares, ça serait un peu chaud quand même. Donc ça, c'est la maison quand les parents de ma compagne l'ont acheté. C'était en fait l'ancien four à pain du hameau, qui servait à la fois de four à pain et de stockage. Donc ils l'ont acheté à l'état de ruine. Hop, je vous montre très vite. Tac. Donc toute petite maison. Alors vue du terrain, du premier étage. Donc en fait à la base c'était notre ami Jean-Marc qui l'utilisait pour semer de la luzerne, puisque la grand-mère ne savait pas trop quoi en faire, donc elle lui laissait la jouissance de ce terrain et il faisait du foin pour ses animaux. Vue de la route, donc terrain complètement à nu, envahi puisqu'il a été un peu laissé, et on n'avait pas d'accès direct. Donc la première interrogation qui s'est posée, déjà à l'époque on n'était pas propriétaire du terrain. Moi j'avais une grande passion pour le land art, vraiment c'est une de mes passions majeures, et en fait il y a un des voisins qui avait commencé à exploiter ce terrain en partie et qui avait fait un potager qui était reparti en abandon puisqu'il l'avait abandonné, et la première action que j'ai menée c'était juste de dégager des végétaux qui étaient montés à graines, des végétaux que je ne connaissais pas forcément d'ailleurs à l'époque. Donc là on peut distinguer un poireau, des blettes. Voilà, c'était un premier travail, et notamment de revoir la beauté de ce que peut produire un poireau qui monte à graines, puisque le poireau, on ne l'est jamais monté à graines, c'est impossible. Voilà, et ensuite est arrivée la lecture de cet ouvrage absolument fabuleux, de Louis Fukuoka, La révolution de l'ancien pain de paille. Alors là, quand j'ai découvert l'idée de faire des bombes de graines, je me suis dit putain c'est trop génial, j'essaye tout de suite, et j'ai commencé à faire des bombes de graines un peu partout, et je récoltais des graines de plantes sauvages que je trouvais magnifiques et fascinant que le fait qu'elles puissent pousser par elles-mêmes. Donc j'ai fait plein de bombes de graines, hop, un peu partout. Donc entre-temps on arrose la haie. Alors sur les graines, je vais y revenir, hop, tac. En fait j'ai planté mes bombes de graines un peu partout, j'avais localisé les endroits et il n'est rien sorti. Et pour cause, à l'époque j'ignorais une des notions basiques qui est vraiment le fondement de l'agriculture et même de la botanique, c'est qu'il existe 3 variétés de plantes. Les annuelles, les bisannuelles et les vivaces. Une annuelle fait son cycle de reproduction dans une année. Vous plantez une graine au mois de mars et elle va fleurir au mois de mai, grosso modo. Une bisannuelle, vous la plantez et elle fleurit un an plus tard. Elle va faire une rosette dans un premier temps et dans un second temps, vous produire la rampe florale. On a nombre de nos légumes, la carotte est une bisannuelle qu'on cultive en annuelle. Et la troisième grande catégorie sont les vivaces, qui sont des plantes pérennes, qui elles vont vivre plusieurs années, mais avant d'émettre leurs fleurs, justement après une année. Ah oui, désolé.
Et donc là, ce que j'avais semé, c'était que des vivaces, et je ne le savais pas. Donc il n'y a rien qui est sorti, je ne comprenais pas. Donc on commence par araser la haie, hop, et là, alors je commence d'entrée de jeu, me dire, bon, je ne sais pas trop quoi faire sur le terrain, allez on y va, je sors le motoculteur, et je commence à fraiser comme un dingue. En première plantation commence. Alors vu que je ne savais pas trop comment gérer le terrain, et je voulais pas faire de plans, je trouvais ça con. Je trouvais ça pour les plans, c'est pour les vieux en fait. Donc je me suis dit, bah tiens, j'y vais à la tondeuse et je commence à dessiner des espèces de gros massifs, un peu pour repérer mes masses que je vais utiliser. Tac, donc ça donne ça, à la tondeuse, à la débroussailleuse. Voilà, ça donne ça de haut, alors, avec les premières implantations de certains trucs où j'ai fait cramer en fait. Ensuite, j'y vais à la débroussailleuse. Et là, ce que vous voyez en jaune, c'est que j'ai utilisé, à l'époque je ne savais pas, j'ai utilisé un produit absolument magique qui s'appelle le Roundup. Alors, pour vous dire, ça marche vraiment super bien. Vraiment, moi je ne savais pas, je ne le ferai plus, vraiment. Mais putain, ça devient jaune et ça marche vraiment bien. Donc j'utilise le Roundup. Et je vais revenir un peu après. Et là, mes premières expériences se passent plutôt pas mal. Le Roundup est efficace, vraiment. Voilà, donc on commence à implanter plein de plantes. Alors, comment on aménage un terrain aussi avec peu de moyens? Des fers à béton, très con. Vous prenez des fers à béton de 6 mètres, vous les pliez, c'est même pas le mot, vous les courbez, pour être plus exact. Hop, et là ça permet d'avoir un endroit pour se protéger du soleil avec les amis, avec une petite bâche, et surtout ça permet d'implanter des plantes qui vont produire des kiwis. Là les kiwis sont pas en grande forme, et ils veulent pas parce que... Alors je voulais préciser qu'on est sur un sol argileux lourd qui réussit très très mal. Et là je vous montre alors donc là on a implanté de la vigne vierge, je vais essayer d'aller un peu vite. Hop. Ensuite, le premier truc, je vous reprécise le terrain, il y a cet immense bord qui est contre la route, qui est à nu. Alors, une des premières idées était de se dire, on va se protéger un peu visuellement de... la première idée, c'était visuellement. Se protéger visuellement des voitures qui passent. Donc là, je commence à attaquer au motoculteur, et là, je fais 50 mètres de motoculteur, et là, au bout d'un moment, je me dis, mais j'en peux plus, j'ai du dos en vrac. Et j'avais piqué pas mal de jeunes rejets en fait sur les terrains du voisin d'à côté. Alors le mec m'a chopé dans son champ, je me suis fait engueuler puissance 10, il m'a dit qu'est-ce que vous faites? Je fais ah c'est moi le nouveau voisin, je pique des saules, je savais pas trop ce que c'était comme plante. Il me dit de toute façon c'est de la saloperie, c'est de la vermine, je vais mettre le feu à tout ça, prenez ce que vous voulez. Ça donnait déjà un peu l'ambiance du voisin. Donc je récupère pas mal de plantes que j'identifie pas trop, que je commence à déraciner. On y va avec les copains. Puis, alors là, la haie est très très longue à combler. Donc il en faut vraiment beaucoup. Donc au début, on ne peut pas planter tous les mètres. Donc je fais des espèces de systèmes tous les 5 mètres. Voilà. Donc la haie commence à pousser. J'introduis des vivaces dedans. Hop, je vous la montre très vite. Et puis j'achète pas mal de végétaux à prix réduit dans les foires aux plantes, petits trucs. Et ça c'est les premiers souls qui commencent à évoluer. Voilà, Pyracantha, Sambus Prunus, hop. Alors là ça commence à évoluer, l'acacia aussi qui est très intéressant, du Buddleia, espèce invasive. Les premiers squatteurs arrivent. Une belle bande d'ailleurs, alors lui c'était le chef à l'époque. Malheureusement, il a disparu depuis, je ne sais pas si c'est Maître Goupil qui s'en est occupé. Et j'introduis aussi différentes espèces. Alors vous voyez, je fais des tests de bouture de peupliers, pardon. Hop, tac, tac, tac. À un moment donné, je commence à réaliser que mes arbres ont du mal à pousser, donc je commence à entreprendre une série majeure de paillage. Alors paillage à base de paille récupérée chez le copain de marque, pour protéger nos espèces. Alors il faut savoir qu'un jeune arbre en fait est extrêmement sensible à la concurrence racinaire des graminées. Et alors l'auteur qui a bien décrit ça, c'est Dominique Soltner, qui a écrit cet ouvrage majeur qui s'appelle Planter des haies, et qui en est à sa 9e édition. À l'époque, j'avais pas le bouquin, grand dommage. Vraiment, il m'aurait permis de gagner beaucoup de temps. Et
lui-même montre dans son bouquin en fait, des comparaisons entre un arbre qui est paillé et non paillé sur un jeune arbre, c'est absolument sidérant. Il explique aussi très très bien qu'il ne sert à rien d'acheter des grands arbres, c'est actuellement une perte de temps et d'argent. On montre avec deux arbres différents, un de 1,50 m et l'autre 50 cm, et en fait, au bout de 2 ans à 3 ans, le petit a rattrapé l'autre et le dépasse complètement. Parce qu'effectivement, son enracinement va se développer de manière beaucoup plus libre. Par contre, vraiment important de bien protéger le pied dans un premier temps. Après, l'arbre s'en fout. Donc je commence à pailler massivement, hop, tous les déchets. Et j'utilise beaucoup de carton, notamment. Le carton, c'est quelque chose qui va revenir, vous allez voir. Donc on met du carton, toutes les pontes de broyat qui sont entreposées, parce que là, alors, quand on a un terrain aussi vaste, on se retrouve avec un volume absolument considérable de tontes dont on ne sait pas trop quoi faire. Alors les tontes fraîches sont très azotées, donc elles ne conviennent pas à tous les végétaux. Je vais revenir parce que depuis j'ai même évolué là-dessus, je ne suis plus du tout là-dessus. Ça c'est ce qu'on faisait encore il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on étale la tonte en couches très très fines. Alors les tontes c'est vraiment très bien au potager, à condition vraiment indispensable de faire des fines couches. À partir du moment où vous mettez donc des tontes en couches trop épaisses, vous partez sur un phénomène de putréfaction en fait, vraiment. Donc voilà, on paille énormément, alors c'est aussi du boulot encore. Un petit truc pour déplacer des volumes considérables, une bâche, ça marche très très bien. Et ça c'est pour vous montrer donc les tontes qu'on a étalées hop, ici, elles datent du mois de novembre, et ça c'est quand on revient en avril. Le carton a disparu, la tonte a disparu, et vous avez une terre qui est absolument grumeleuse. On voit que le sol s'est transformé, vraiment, sans aucune action physique. Là, vraiment, ça aussi, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup appris. Donc la haie qui évolue, alors à un moment donné, on a acheté tellement de trucs dans la haie qu'on ne sait même plus ce qu'on a acheté, vraiment, parce qu'on allait dans les foires aux plantes, ah ça c'est pas mal, je prends, sans connaître les conditions de croissance en hauteur. Alors ça c'est aussi un des points essentiels, vraiment, que j'invite tout le monde à respecter. Alors c'est un truc très con que je vais dire, mais un arbre ça devient grand. Et ça peut devenir très très grand, vous allez comprendre. Et alors, il y a différents types d'arbres, les arbustes, les arbres de moyen jet et puis les arbres de haut jet. Hop, donc on commence à entreprendre un peu, à un moment donné on s'est dit on a acheté trop d'arbres, ça serait bien d'arbustes dans la haie, qu'on commence un peu à établir un peu qui c'est qui fait quoi. On a fait un peu les choses à l'envers, normalement c'est pas comme ça qu'on fait. Donc on plante des poteaux et j'arrive à ça, j'en suis très heureux. J'ai planté, alors c'est 90, mais il y a le numéro 100 qui existe, j'ai planté 100 arbres de mes mains, et ça me fait penser à cette belle définition de Jean-Bernard Puy, qui est un des grands auteurs de polar français, et quand on lui posait la question qu'est-ce que vous avez fait de votre vie, il a fait j'ai écrit quelques livres, j'ai fait des enfants, et j'ai planté des arbres. Voilà, hop. Donc, ouais, j'ai planté des arbres. Alors, la haie, hop, là on la voit de l'extérieur. Alors, vous voyez, il y a quand même quelques beaux arbres là, qui commencent un peu à prendre le beau peuplier. Et vous voyez un petit truc là-dessus qu'on appelle une ligne à haute tension. Alors ça, voilà, on ne savait pas. La loi interdit que sur une ligne à haute tension, il y ait moins de 5 mètres entre le haut de l'arbre et la ligne à haute tension. Donc on a reçu un courrier de monsieur EDF nous annonçant qu'il y avait obligation de couper et que si on refusait, on allait avoir un procès. Donc forcément les gars, j'ai été obligé de les accueillir et donc là, voilà, il y a des gars qui viennent. Alors c'est des élagueurs qui ne sont pas des salariés d'EDF, qui sont des sociétés qui faisaient pas. Bon, les mecs étaient plutôt sympas, et par chance j'étais là ce jour-là. Et là ils font pas dans la dentelle, ils montent dans les arbres et ils coupent tout. Et alors cette haie, forcément, le jour où je l'ai posée, j'ai pas pensé à regarder en l'air. Et en plus, de surcroît, j'ai pas pensé au bord de la route. Là, il déborde très largement. Il aurait fallu que alors à ce jour, si j'avais à la refaire, je la redécalerais de 2 mètres, pour pas avoir ces problèmes de hauteur, mais pour pas avoir ces problèmes de largeur. Et surtout, je la referais en double rang, en quinconce. Alors maintenant, je ne vais pas repartir là-dessus parce que c'est tellement de taf.
Et surtout, si j'avais à refaire, j'utiliserais des round balls, qui sont des gros rouleaux de paille, qu'on va voir un peu plus tard, que j'étalerai dans un premier temps à l'automne, tac, et je ferai mes plantations de jeunes arbres au milieu de ces round balls en écartant légèrement la paille. Donc voilà, là les gars s'en donnent à cœur joie, ça fait des gros tas à pailler, voilà. C'est un peu de taf. C'est pas très beau le résultat, mais c'est reparti depuis. Alors j'ai pas les dernières photos, j'ai pas eu le temps de le faire, mais depuis elle est magnifique. Et j'ai un peu lâché l'affaire l'an dernier, donc là j'ai repassé une journée complète à la tailler. Et moi dans mes grands fantasmes, vraiment absolus, c'était d'avoir un étang avec une île au milieu pour prendre l'apéritif sur l'île sous un saut de l'horreur. Et il s'avère qu'on rencontre notre jeune voisin qui vient de monter sa société de terrassement, pour être précis, et qui travaille avec notre copain Jean-Marc, agriculteur. Et lors d'une soirée un peu arrosée, on discute de tout ça, et le mec me fait « Ouais, il n'y a pas de problème, moi je sais faire, no problemo, je vais le faire. » Quand même, entre-temps, on se renseigne, on demande 2 devis de la part d'entreprises spécialisées. Le premier devis qu'on reçoit est de 11 000 €, et le deuxième, on ne le reçoit jamais. Et ce gars nous propose un devis de 2 500 €. On dit, bah ouais, c'est cool, on va le faire. En plus, c'est un jeune gars, ça va le soutenir. Et puis surtout, il travaille avec notre copain Jean-Marc. Donc, on commence le tracé de l'étang. Donc, à l'arrache, parce que le gars fait faites, vous tracez, ok, donc je trace. Donc il fait j'avais mis les premiers piquets, donc on part sur un étang de 800 mètres carrés avec une île de 100 mètres carrés. On y va large quoi. Donc les prises de niveau, hop, on commence à creuser, on y va. Donc là c'est du lourd quand même, je sais pas si vous voyez le terrassement. Donc ça dure une semaine. Hop, alors là on travaille sur des niveaux, quand on fait un étang, on travaille sur des plantes qui ont des niveaux d'enracinement différents. Donc en général on travaille sur des paliers de 40 cm. 40 cm, 80 cm, 1 mètre. Donc voilà, l'île commence à se dessiner, on a le super beau palier, magnifique. Alors là on est sur, alors comme vous pouvez peut-être le voir, on est sur des zones à silex, avec des veines de silex extrêmement importantes. D'ailleurs ça faisait des étincelles quand ils creusaient les gars. Tac, donc là je suis sur mon île, je suis très content. Hop. Et là l'étang commence à se remplir. Donc là on est en période automnale, hivernale. Alors l'alimentation de l'étang est uniquement par voie pluviale. Là aussi c'est un des éléments sur lesquels il va falloir revenir. Comment est alimenté un étang? C'est un des points clés. Donc voilà, c'est très beau. On a les tas de terre parce que le gars ne nous a pas tout évacué. Vous allez comprendre un peu plus tard. On a des gros tas de terre comme sur le terrain. Le gars ne nous a pas tout évacué. Hop, donc alors là, retour à l'été, enfin printemps, pardon. L'eau a déjà commencé à baisser. L'île est un peu moins, pour y accéder on a une échelle, comme ça, parce qu'il était question qu'on construise un pont quand même. Et là, je ne sais pas si vous voyez, on revient donc de semaine en semaine. Ah oui, j'ai oublié de préciser, c'est un terrain sur lequel on ne se rend que toutes les 2 semaines. Et on ne s'y rend pas, puisqu'il est fermé, la maison ne nous appartient pas, on ne s'y rend pas entre novembre et le mois de mars. Donc c'est des conditions de gestion extrêmement radicales. Donc là, comme vous le voyez, hop, on revient 2 semaines plus tard, et putain, l'eau a baissé de manière vraiment sévère, quoi. Et là, on revient 2 semaines plus tard, l'eau a encore baissé, quoi. Et là, elle a baissé, là, elle a baissé, là, elle baisse, là, il n'y a plus d'eau. Là, il n'y a plus d'eau. Et là, en fait, vous voyez pas, mais c'est avec les copains, on joue au boulot, en fait. On joue à la pétanque en fin de temps. Donc là, on va voir le mec qui a construit l'étang en disant « Écoute, Vincent, il y a un problème. L'étang, il ne tient pas l'eau. » Et là, le mec commence à disparaître complètement. Et on lui dit, c'est pas grave, de toute façon, tu dois avoir une assurance, tu es couvert par une assurance, donc c'est l'assurance qui va prendre en charge la restauration. Il n'y avait pas un bouchon Ouais, non, il n'y avait pas. Et en fait, le mec n'avait pas d'assurance. Et donc, on part sur une espèce de compromis, une négociation, et là, le mec ne se part pas à la négociation, donc on part en procès. Et ce procès, on le perd. Ça paraît complètement fou, mais c'est dans son devis qui était plein de fautes. Il n'avait pas écrit création d'un étang, il avait mise en œuvre d'un terrassement pour la création d'un étang. Donc c'est-à-dire qu'il n'a pas dit qu'il allait créer un étang, mais il allait faire du terrassement pour créer un étang.
Alors on n'a pas pris d'avocat à l'époque parce qu'on n'avait pas les moyens, mais on a pris l'avocat comme d'office par l'assurance. Je sais pas, il doit en avoir un plutôt pas mal. Bref, on se fait avoir. Et donc la seule solution, c'est de refaire une analyse entre-temps par un spécialiste pour mesurer le taux d'absorption de l'argile, sachant qu'on est dans l'argile quasiment pure. Et là, la sentence tombe, taux d'argile insuffisant, terre argilo-limeneuse. La solution est de mettre une bâche d'étanchéification, qui coûte très cher. On fait venir un gars qui est un spécialiste des étangs pour nous reprendre le truc. Et donc on a un gars qui arrive en voiture, une espèce de gros monsieur qui sort avec ses bottes, là, qui marche difficilement, et qui arrive. Et entre-temps, donc on avait cette terre énorme, et on ne savait pas quoi en faire, nos voisins ne les évacuaient pas, et on a mis une pancarte sur le bord du chemin, donne terre. Et à un moment donné, il y a très rapidement, une semaine après, un paysan qui appelle, qui fait « Ah, moi ça m'intéresse de ta terre, je passe devant tout le temps, je viens ». Le mec vient avec une pelleteuse, un truc de malade mental, avec 2 semi-remorques, il embarque tout, et il fait « Ouais, j'ai des trous à combler dans mon champ ». Et nous on était là, putain c'est cool, ils ont évacué la terre. On avait fait des massifs auparavant. Et ensuite débarque ce gros monsieur, il arrive, il fait elle est passée où la terre là? Je sais bah on l'a évacuée. C'est con. Vous avez passé un pied de mouton là avant? Je sais quoi? Un pied de quoi? De mouton? Ouais, un pied de mouton, vous savez, je sais non, je sais pas c'est quoi. Pied de mouton, bah, c'est l'équivalent en fait d'un gros rouleau compresseur avec des pointes qui va malaxer l'argile et qui va le compacter en même temps qu'il va vibrer. Je sais bah non, il n'y avait pas ça quand il l'a fait. Il regarde la digue et il fait la digue, vous avez fait une clé d'ancrage? Je sais quoi, une clé d'ancrage? Enfin, une digue, on doit avoir une clé d'ancrage, c'est pas une clé d'ancrage, donc il explique qu'il faut creuser. Et le gars fait c'est con, franchement, il aurait fallu garder la terre. Parce que là, je vois qu'il faudra embaucher. Je sais pas comment. Ouais, ça va vous coûter 20 000 € pour embaucher. Et quand vous me parlez, puis le mec se casse, quoi. Donc bref, on rencontre Marc Cotentin. Alors le gars a une histoire assez incroyable, donc il a créé cette société spécialiste dans des cartes de coille à la base, des spécialistes des plantes. Le mec, son fantasme dans la vie, c'est d'acheter une bambouserie. Vraiment un truc de dingue. Et il s'avère qu'à 20 km de la campagne, il y avait un vieux médecin d'origine vietnamienne qui a acheté 10 hectares et pendant toute sa vie a collecté des bambous de toute la planète avec tout son argent et qu'il est décédé et que sa bambouserie est à vendre. Elle n'était pas accessible au public sauf sur rendez-vous, elle était accessible que sur Saint-Cloud. Et donc c'est lui qui achète la bambouserie, il se retrouve à côté de chez nous. Et donc on fait « Ah putain cool, un mec qui va enfin nous sauver ». Donc il fait « Écoutez, dans un premier temps, on va essayer de... Donc, il faut réduire, 800 mètres carrés on ne peut pas. La bâche va coûter trop cher, on fait une espèce de test avec une étanchéification à base d'un masque d'argile. Et je fais sauter l'île et je vous réduis ça de moitié, je vous refais une digue et on va faire une petite partie. Voilà. Donc, alors, et là il manque des photos, malheureusement. Ça il le fait et pendant un an on attend, la pluie vient, mais ça marche pas. Bon, il nous avait prévenu, non, c'est pas sûr que ça marche. Et là on part sur de l'étanchéification, puisqu'il n'y a plus le choix. Donc, alors, quand on fait un étang avec étanchéification, dans un premier temps on met un géotextile qui a des vertus en fait pour éviter de perforer en fait la bâche s'il y a des cailloux, s'il y a des racines. Donc on étend le géotextile, alors ça se soude au chalumeau. Tac. Ensuite, on fait livrer la bâche UPDM. Donc là, on a pour 1 tonne 5 hein, quand même. Donc, ce qui explique le pourquoi de... Je sais pas si on voit bien en fait. Donc ensuite, la bâche UPDM, c'est des soudures à froid, vulcanisation. Alors le PDM, c'est un matériau qui est super intéressant. C'est un matériau qui utilise donc qui est commercialisé par la firme Firestone et qui utilise en fait des pneus recyclés et surtout qui a une durée de vie de 1 siècle. Contrairement au PVC, alors ne faites jamais un bassin en PVC, durée de vie de 10 ans et qui se fragmente avec le temps. Donc là voilà, on roule la bâche, tac tac tac, alors c'est un peu galère, on fait les soudures,
tac, tac. Il faut des clés d'ancrage, là aussi. Sinon, potentiellement, elle peut s'envoler quand il n'y a pas encore de flotte. Clé d'ancrage, voilà, tac, 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 hop. Et puis ensuite, on attend. Donc, remplissage uniquement par voie pluviale, puisque on n'a pas alors, c'est très compliqué, hein, la loi sur les étangs. On ne peut pas détourner de cours d'eau existants. Voilà, donc, tac. Les premiers squatteurs réapparaissent. Tac, tac, ils s'éclatent. Tac, ça se remplit, ils reviennent, hop, on est content. Alors ça met du temps à se remplir. Et puis dans un premier temps, on commence à se dire, bah, on a cet étang, on n'a pas notre île, bah, ça y est, on va se faire une plage quand même, parce que c'est important, une plage dans la vie. Donc on va faire une plage. Là on implante les premières plantes aquatiques, notamment des nymphéas, donc des nénuphars. Et au retour du premier week-end, là, toutes nos plantes sont croquées. Donc on installe, alors on met en cause les canards forcément qui squattent, et on met en cause des tours de protection pour les canards. Donc les nymphéas sont protégés, les grenouilles commencent à arriver. La plage prend forme. On découvre des premiers squatteurs là dans les paniers qu'on remonte à un moment donné pour les diviser, pardon. Donc ça c'est l'écrevisse américaine. Alors on ne sait pas comment elle est arrivée là, pardon, l'écrevisse européenne, excusez-moi. L'écrevisse européenne. On ne sait pas comment elle est arrivée là, et depuis je me suis beaucoup renseigné. En fait, l'écrevisse a la capacité de se déplacer de nuit sur de longues distances. Mais surtout, on découvre sa cousine, l'écrevisse américaine, l'écrevisse de Floride, qui est une espèce invasive et qui en fait va détruire l'habitat de la première et qui surtout elle n'est pas comestible. Enfin, elle a un intérêt gustatif très très faible et qui est en fait une espèce invasive qui a la capacité de vivre dans des eaux extrêmement peuplées. Voilà. Donc, alors, c'est surprenant, c'est une bestiole qui ressemble à un homard, qui a un bout électrique avec des couleurs orange fluo. Ensuite, on commence à installer des poissons, parce que là aussi, on se dit, oh, ça serait cool d'avoir des poissons, donc on lâche des premières carpe-coilles. Il y a donc des gros achats de plantes chez un pépiniériste, Éric Lenoir, gros pépiniériste français, type absolument incroyable, chez qui on va se fournir. Là, on commence à végétaliser le tout, hop, 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 des nymphéas. Et là, on revient un week-end, et là, tous nos nymphéas sont croqués, complètement croqués, ils flottent sur le bord de l'étang, et on trouve des plantes complètement déracinées, alors là, sorties de leur peau, des rhizomes, donc ça, c'est des rhizomes d'iris qui sont croqués, complètement sortis de leur peau, croqués, et on trouve cet élément absolument majeur. Qu'est-ce que ça court ? Et bien, une petite recherche internet nous apprend que ce sont des crottes de ragondin. Donc on décide de lutter contre le ragondin en reposant des grillages sur l'ensemble de nos végétaux. Alors cette fois, c'est plus des grillages verticaux, mais ce sont des grillages horizontaux. Et la vie continue. Alors là, voilà, la plage continue sa petite vie et apparaît un premier arrosoir que moi j'aime beaucoup pour un peu lutter contre l'arrosoir traditionnel, qui est donc l'arrosoir à pastis. Ça, c'est pas mal. Et pour parler un peu alors, vous vous souvenez que cet étang était donc une immense zone coupée en deux par une digue, puisqu'on n'avait plus la terre pour reboucher. Et en fait, il nous restait un trou gigantesque de l'autre côté. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce trou, en fait ? Alors, une des actions, moi j'aime beaucoup cet adage en permaculture qui dit, le problème est la solution. Et bien, que faire ? Et bien, laisser le trou, très bien, et ça va devenir une zone humide. Et en fait, finalement, cette zone, quelque part, c'est une des zones les plus intéressantes du terrain, puisqu'on l'a laissée complètement nue, et elle a commencé à se végétaliser. Alors, c'est une zone qui, effectivement, va prendre l'eau en partie en hiver, par les eaux de ruissellement, et avec toute une végétation qui arrive de manière spontanée. Alors là, je vous la montre. Je ne vais pas avoir toutes les photos, j'ai pas les dernières parce qu'elle a vachement évolué en fait. Voilà, et notamment avec des joncs, des carex, des saules, beaucoup. Et du coup, c'est une zone qui est très intéressante d'un point de vue de la biodiversité, parce que notamment pour nombre batraciens, ces zones sont très intéressantes. Elles sont en eau en partie hivernale et elles s'assèchent en été, mais ce qui va permettre nombre de pontes en fait.
Donc j'ai introduit des bambous. Là, pour vous montrer l'intérêt du bambou aussi, c'est que le bambou c'est une plante ornementale super intéressante, mais c'est aussi une plante en permaculture qui est très utilisée parce qu'elle a une croissance très rapide et surtout en fait le bambou, toute la civilisation asiatique est basée sur le bambou. Elle est comestible d'une part puisqu'on mange les turions, les jeunes pousses, mais notamment elle permet de produire des cannes qui servent même encore à ce jour pour les échafaudages, puisque sa résistance comparée à l'acier est supérieure. Donc ça c'est une canne qui a 2 semaines, et je vous montre la même canne donc 2 semaines plus tard. Voilà. C'est difficilement croyable. C'est des plantes qui ont le plus fort taux de croissance dans le règne végétal. Alors cet étang, en plus, il a des problèmes, il n'est pas à jour, il n'est pas à niveau. Le mec qui nous l'a construit, pour être honnête, il a complètement foiré. Et en fait, ça, on s'en aperçoit après coup. Il n'a pas respecté ses niveaux. Pour un étang, la question principale, c'est la question des niveaux. Ils font un laser pour le faire, ou alors une très grande règle. Là, il faudrait une règle de 10 mètres. Et ça déborde. Et surtout, on revient à un moment donné, un week-end, et qu'est-ce qu'on trouve? Des trous dans la bâche, tac, tac, sous l'eau, tac. Ah, des plantes croquées, une jardinière croquée, Et là, on est tombé sur le premier ragondin butant qui bouffe du plastique, avec des crottes. Donc, obligé de faire des rustines. Et là, on est obligé d'en laisser dans une cage, donc un piège. Parce que je rappelle que le ragondin donc, est dans la catégorie des nuisibles, donc il peut être chassé toute l'année. On n'a pas le droit, heureusement, de le piéger avec du poison. Désormais, on n'a plus le droit, et tant mieux, parce qu'à l'époque, quand on utilisait le poison, on pouvait bien entendu tuer des espèces qui n'avaient rien à voir avec le ragondin. Donc, alors, le drame, c'est qu'une fois qu'il est là-dedans, il faut le buter. Alors ça, c'est notre voisin qui est ancien boucher, qui ressemble à Monsieur Propre, mais Monsieur Propre qui a 130 kilos et les dents toutes pourries et qui ne sera pas trop porté sur l'eau, qui s'en occupe et qui lui mange du pâté de ragondin. Donc je me donnais que cette tâche très ingrate parce que j'arriverai pas à le faire moi-même. Voilà. Donc il me dit qu'il en a déjà buté plusieurs, et il les mange, très bien pour lui. Voilà, donc alors le fameux scarpe-coil qu'on a introduit avec très belle, hop, ah oui, puis on s'est dit, on va faire comme Nicolas Sarkozy quand même, Espagne en yacht, et maintenant on va s'acheter une yacht, voilà. Et là, c'est des plantes qu'il faut aussi régulièrement diviser. J'accélère le... donc, à un moment donné, je me suis posé la question, tiens, ça serait vachement bien de faire un... Je me suis beaucoup intéressé au sol, et en fait aux plantes phytoépuratrices. Et donc, je me suis dit, ça serait vachement bien de faire un radeau, en fait, pour mes grenouilles, parce qu'elles n'ont pas grand-chose, et à base de saule, pour avoir surtout une masse racinaire filtrante. Par chance, j'ai quand même l'idée de l'attacher à une corde, et en fait, je le pose à l'eau, il flotte, et je reviens une semaine plus tard, il a disparu, et il est au fin fond de l'eau. Ça ne suffit pas à flotter, donc je suis obligé de le remettre avec des bassins, et depuis, il n'évolue pas tellement, parce que j'ai pas pris la bonne variété de saule. Entre-temps, il y a des copains qui viennent, qui pêchent, donc on chope quelques ablettes, et là, depuis, c'est une erreur majeure aussi qu'on a connue. On a mis des femelles ablettes dans les temps, et là maintenant quand on nourrit les poissons, ça grouille. On a mis que quelques perches et on a créé un déséquilibre majeur sur les temps. On n'aurait pas dû mettre grand chose. Alors depuis, entre-temps, le fameux gars qui nous a... le deuxième qui a refait le truc a disparu, donc lui aussi sa boîte a coulé, il nous a pas aidé. Et on a retrouvé quand même le troisième, Éric Lenoir, qui là, alors il y avait des problèmes majeurs. Un étang, normalement, vous ne devez jamais voir la bâche. Et là, elle est apparente parce que ce sera un boulot de dingue. Donc depuis, là, il nous a retravaillé des poches. Et c'est super beau là, ce qu'il nous a fait. Donc là, il est revenu. La semaine dernière, j'ai pas vu encore ses travaux, parce que juste avec lui, là, il nous a injecté 3 tonnes de pierre dedans. Alors, la zone humide, je vous la montre très vite. Tac, 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 les bambous, hop, hop, hop. Je fais vite, hein. Tac, tac, tac. Les zones humides sont essentielles vraiment. Alors, on a Selker, qui est une très belle plante indigène. C'est des lieux de biodiversité vraiment essentiels. Là, donc, j'avais toute une série de saules. En ce moment, le milieu s'est quasiment refermé. En fait, j'ai passé une semaine sur ce terrain la semaine dernière. Et j'ai passé
un jour à tout couper les saules. Ça va très très vite. Le saule, c'est une espèce très intéressante pour faire l'incroyable. Et désormais, je taille mes saules en trône. Donc, ce que vous voyez ici. On garde une tige de 2 mètres de haut. Et on coupe toutes les branches latérales pour ne conserver que le houppier. Et c'est des choses qui étaient pratiquées par nos paysans il y a encore très longtemps. Alors, c'est étrangement, c'est assez curieux. Une trône, en fait, va vivre plus longtemps qu'un saule qui ne sera pas taillé, alors que la taille est radicale. Et surtout, d'un point de vue de biodiversité, il est beaucoup plus intéressant qu'un saule laissé à l'état naturel, puisqu'en fait, c'est un saule qui va donc faire un gros tronc, qui va se creuser, et qui sert d'abri notamment pour les chouettes, entre autres, et notamment quelques batraciens qui viennent vivre dedans. Donc il va falloir des années à ce que ça se fasse. Et puis surtout, ça fait une grosse production de BRF. Là, je vous montre aussi comment on l'utilise, en fait, pour faire des haies, avec des fers à béton. Hop, 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 tac, tac, tac. Donc c'est de la branche fraîche. Et là, ça nous sert en fait pour implanter nos ruches. Alors, ensuite, parmi tout ça, évidemment, on s'était posé la question de ce champ était tellement grand, et on s'est posé la question, tiens, on va faire un verger, parce que le verger, c'est... Alors, si c'était à refaire, c'est la première chose que j'inventerais sur un terrain. Un arbre fruitier produit au bout de 5 ans. Donc là, j'avais demandé à Jean-Marc, écoute, tu me fais le terrain normal, quoi, mollo, quoi. Et là, on arrive un peu sur Verdun, quoi, parce que Jean-Marc a fait le terrain comme il sait le faire, comme un agriculteur sait le faire. Donc labeur profond, en période hivernale. Et là, je lui dis, bah, tu me fais des petits trous quand même pour qu'on implante les arbres à racines nues. Là, il m'a fait des trucs, des obus de 1945. Voilà, donc on se retrouve avec ce truc. Alors, arbre à racines nues, qu'on implante évidemment en période automnale, avec un peu d'engrais, tac, tac, tac. Je vous montre très vite. Hein. Là aussi, si vous voulez implanter des arbres, on a rencontré quelqu'un de fabuleux. Si vous voulez implanter des arbres, allez voir les gens dont c'est le métier, et notamment des pépiniéristes. Il y a des pépiniéristes au niveau local qui sont fabuleux, parce que notamment ils connaissent leurs essences. Et là, en l'occurrence, c'est un gars qui travaille sur des variétés anciennes de fruitiers, des variétés anciennes de pommiers, et qui travaille avec le conservatoire régional de la pomme. Voilà. C'est des gens qui ont un savoir incroyable, et si vous allez chez Truffaut, vous n'aurez jamais savoir. Donc, hop, et surtout, nous, chose incroyable, on a pu choisir nos pommiers en sélectionnant les pommes, parce que le mec est producteur de pommes, donc on avait 12 variétés de pommes devant nous, on les croquait, et à chaque fois il nous disait laquelle vous aimez, et tu choisis ton arbre par rapport à la pomme, ce qui est un truc de malade mental. Donc voilà, hop, alors ensuite, évidemment, une fois que le terrain est, donc Jean-Marc nous passe, donc après l'hiver, en période printemps, il nous passe un petit coup de rotovateur pour affiner la terre, hop, un petit semis, évidemment, il faut semer. Donc, alors à l'époque, j'ai mis du régras et je voulais du trèfle nain incarnat, pardon, trèfle nain blanc. Et manque de bol, je vais à la coopérative, il n'y avait pas de trèfle blanc, non, j'ai du trèfle rouge géant. Donc là, pour la première année, donc ça fait des années que je ne travaille plus mon sol, j'ai passé l'étape précédente qui abordait tout ça. Et pour la première année, je me rends compte que après quand même 3-4 ans de non-travail du sol, j'ai une vie extrêmement intense, avec un paillage massif, systématique, mais que malgré tout, vraiment, la texture de mon sol n'évolue pas. Et pour la première année, c'est un truc que j'ai mis de côté depuis très très longtemps. Je me suis dit, tiens, on va essayer de travailler un peu les engrais verts. Alors les engrais verts, c'est des cultures intermédiaires qu'on met et qui vont décompacter le sol et qu'en général on enfouit. C'est pas la bonne chose. Donc là, je fais des tas d'expériences, notamment ça c'est donc sortir de l'automne, je bâche complètement un sol. Ouais, vous avez monté l'étape précédente. Ouais. Je le bâche complètement, l'autre est paillé avec du verre, tac tac tac, bon, il y a des squatteuses qui arrivent. Et j'ai pas les dernières photos, et ce sol je le débâche, et là vraiment j'arrive sur des résultats intéressants. Alors une prairie fleurie c'est complexe, donc c'est des plantes annuelles. Hop, je vous la montre hein, très très vite. Tac, travail, hop, je récupère, donc je sème massivement, j'y vais à la brouette hein, quand je sème, tac tac tac, semis à la main, hop, super belle année, première année, des cosmos, de la facélie, du tournesol, du sarrasin, tac tac, très belle année. Deuxième année, je décide, c'est tellement beau, bah, c'est facile, on ne ressème pas, ça foire complètement.
parce qu'il faut ressemer. Donc là, voilà, c'est la deuxième année, tout pourri. Et avant, Jean-Marc, systématiquement, comme tout paysan, passait un coup de glyphosate, donc sur Roundup, pour nettoyer le champ. Et deuxième année, je lui dis putain Jean-Marc, glyphosate ça me fait un peu chier quand même, tu pourrais pas arrêter. Il me dit ouais, écoute, j'ai un truc génial, c'est un désherbant sélectif, tu vas voir, ça marche du feu de Dieu. Il me le passe et j'ai des marguerites qui poussent en faisant des cercles, des boucles complètes, complètement torturées comme si la plante était en souffrance. Je dis Jean-Marc, non, plus jamais on ne fait pas. Et donc désormais il n'a plus le droit de le faire. Sauf qu'on se rend compte que c'est vraiment la grande difficulté de l'agriculture biologique. Donc quand on ne le fait pas, voilà ce qui se passe. On a des populations donc, de charbon. Alors là, les agriculteurs du coin m'ont juste honni, vraiment. Donc j'avais un champ de charbon. Alors là, il y a un coup de vent qui passe, moi je suis ravi. Parce que les mecs en face, ils traitent, c'est des gros porcs, vraiment. Et ils me détruisent une partie de ma haie avec leur traitement chimique. Donc là, les gars me détestent. Moi j'adore ça, j'essaie d'avoir plein de plantes invasives bien pourries pour leur balancer chez eux. Donc alors en plus c'est interdit par la loi, donc il y a une loi qui s'appelle l'échardonnage, qui oblige en fait les habitants à retirer les plants de charbon. Là c'est du charbon annuel, il y en a des bien plus lisses là, mais je sais pas si vous voyez le champ là, c'était très beau quand il était bleu, par contre c'est plus très beau là quand il... Alors là il y a un coup de vent là-dessus, les gars deviennent complètement malades, enfin je suis déjà de toute façon catalogué comme le fou du village, donc on s'en fout. Voilà, et puis là le retravail systématique. Et là cette année, pour la première fois, pardon. Donc c'est des annuels. J'en ai un peu marre, je me rends compte que c'est extrêmement énergivore, qu'il faut retravailler chaque année, ressemer. Donc pour la première année, on a décidé d'implanter une plante vivace, le Saint-Foin, qui est une plante en plus emblématique du Gâtinais, la région dont nous sommes originaires, et qui était très connue pour son miel, le miel du Gâtinais, et qui était utilisé jusqu'au 19e siècle comme fourrage pour les chevaux de Paris. Donc, Jean-Marc, je lui dis, tu ne traites pas, alors c'est dingue, le Saint-Foin, pour en retrouver, on était obligé de commander des graines aussi, il n'y en a plus en France. Donc on a commandé, et pareil, on voulait 5 kilos, on a été obligé de commander 25 kilos. Donc on commande les 25 kilos, ça nous coûte quand même un peu cher, donc il fait son semis un peu chargé quand même. Alors voilà, donc ça c'est l'an dernier. Donc au début ça sort, hop, putain merde, de l'euphorbe. De l'euphorbe qui sort, on a un champ d'euphorbe. Ensuite de la marguerite, ici, on a un champ tout blanc, et ensuite de la carotte sauvage, avec au milieu quelques sainfoins qui subsistent. Et là cette année, donc je décide de ne pas traiter, encore une fois, de ne pas faucher. Là, j'ai pas les photos, et cette année, j'ai un champ de rumex, donc de l'oseille sauvage, avec quelques sainfoins qui se battent au milieu. Mais tout ça pour dire que vraiment la gestion biologique, c'est une complexité incroyable. Et il aurait fallu faire des techniques de faux semis, enfin, c'est un peu compliqué. Je vous ai passé délibérément toutes les techniques de non-travail du sol, mais qui sont importantes. Et puis je vous ai passé aussi les nichoirs aussi, parce que c'est une de mes grandes passions, les nichoirs pour les oiseaux. Mais je laisse la parole au public, parce que sinon c'est vrai que... Vous avez compris que la permaculture, c'est quand même recréer permettre à différents milieux de coexister à proximité pour avoir une richesse, une biodiversité multipliée, et que ces différents milieux interagissent les uns avec les autres et s'enrichissent mutuellement au lieu d'avoir quelque chose d'assez pauvre avec une seule espèce ou deux ou trois, mais d'avoir une complexité qu'on a perdue. Pourquoi j'en suis arrivé à tout ça, c'est qu'en fait, donc j'ai commencé à travailler le sol et qu'à un moment donné, donc voilà, ça c'est le premier massif, je vous le montre très vite, qui sont travaillés au motoculteur basique. C'est très lourd, j'y vais, c'est vraiment physique. Hein. Et surtout, donc la première année ça se passe bien, et la deuxième année arrive Forche Jaune. Et là, Forche Jaune, c'est le bouton d'or. Le bouton d'or, qui est donc une plante qui en fait affectionne les sols gorgés d'eau, lourds, compactés, et surtout le fait que j'ai passé le motoculteur à fragmenter chacun des morceaux de racines pour les remultiplier. Et qu'on s'est retrouvé avec des massifs envahis complètement. Mais vraiment, on a passé des heures et des heures, des week-ends complets là-dessus. Et c'est là où, en fait, à un moment donné, j'ai réalisé cette erreur majeure. Et le bouton d'or, en fait, c'est une plante bioindicatrice. Hein. On n'a pas parlé des plantes bioindicatrices, qui est juste là pour me dire que j'ai commis une connerie. Et que, justement, elle est là pour réparer le sol. Elle n'est pas là par hasard. Toutes les plantes adventices, c'est pour ça qu'on ne parle pas de mauvaises herbes,
ont une fonction. Elles préparent le terrain pour l'arrivée donc des plantes qui vont survenir par la suite, pour arriver vers le climax d'une évolution prairiale qui est la forêt, évidemment. Le bouton d'or, il est là pour réparer mes conneries, il m'a parlé, et moi, à un moment donné, donc après toutes ces heures passées, je ne sais pas si vous voyez, tout était constellé, ça a été vraiment une espèce d'obsession de me dire comment on peut semer sans travailler le sol. Et c'est pour ça que je reviens encore là, sur cette prairie de Saint-Foin qui a foiré. Il existe des méthodes qui sont un peu complexes, qu'on appelle des techniques culturelles simplifiées. Et donc là, c'est voilà, des ateliers de boulettes de graines qu'on fait avec des copains, tac. Et puis c'est laisser revenir aussi des plantes spontanées en fait, beaucoup. Se réintéresser à une végétation spontanée, voir comment elle se déplace aussi. On va rejoindre l'idée un peu qu'a développé ce grand paysagiste français qui s'appelle Gilles Clément et qui développe cette question du tiers-paysage et du jardin planétaire. Voilà. Et de voir un peu repartir sur des plantes aussi coriaces, vraiment beaucoup. Le problème et la solution, j'ai des problèmes de taupe, c'est génial, hein, j'ai une super terre. Donc pourquoi je vais les chasser en fait? Et la taupe elle est là aussi pour ça, elle a un rôle écologique vraiment. Et c'est renverser son regard, alors c'est pas évident vraiment, parce que surtout quand on se plante comme ça à un moment donné, c'est dur, hein, c'est une grande claque. Mais j'apprends encore, vraiment, en fait, vraiment des cartes.